Bonjour à tous. Déjà, merci d'être là. Bon, il y a quelques personnes qui vont arriver en cours sûrement, mais c'est pas très grave, hein. De toute façon, sinon, ça ne tiendra pas sur le temps du midi. Donc, déjà, merci de votre présence. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup mon voyage à vélo. Donc, il y a 2 ans, jour pour jour, le 2 avril 2022, je suis parti donc, pour un périple à vélo à travers l'Europe, avec une destination qui, pour l'instant, était encore assez floue. Donc, on va revenir un peu dessus. Et puis là, l'idée, ça va être de vous présenter un petit peu aussi quelques éléments sur comment, si vous souhaitez partir à vélo, vous préparer pour ça. Et puis ensuite, je vous présenterai un petit peu, moi, ce qui m'est arrivé durant mon voyage. Donc, ça, c'est le sommaire que je viens de vous parler. Alors, pourquoi voyager à vélo? Donc, voyager à vélo, déjà, c'est un outil formidable, très polyvalent, qui va vous permettre du coup, contrairement à l'avion où vous allez juste faire un trajet d'un point A à un point B sans voir le paysage ou quoi que ce soit, là, quand vous allez vous rendre à votre destination, vous passer plein de trucs. En fait, juste le trajet, ça sera une aventure en tant que telle. Donc déjà, pour ça, le vélo, c'est quand même un super outil. Le vélo aussi, ça va vous permettre de voyager lentement. Vous n'aurez pas de barrière en fait avec les gens que vous allez rencontrer. Ah, vous entendez pas à distance? Ok, bon bah tant mieux. Donc l'avantage du vélo, c'est aussi que vous allez voyager lentement. Vous allez pouvoir vous adapter petit à petit aux cultures que vous allez traverser, aux paysages, vous acclimater également aux différents pays. Donc c'est vraiment un mode de voyage doux, lent, et enfin c'est juste parfait en fait pour découvrir petit à petit le pays sans s'affranchir de juste traverser les frontières avec un avion. Voyager à vélo, ça permet aussi de faire un retour aux sources. Vous allez voyager qu'avec l'essentiel. Vous n'allez pas être voilà, avec tout le matériel que vous pouvez avoir et le confort du quotidien, avec les douches, la voiture, etc. Là, on va être vraiment avec le strict minimum. La tente, de quoi se doucher, ça va être votre gourde potentiellement. Et pour s'alimenter, c'est les commerces de proximité. Donc, il va bien falloir anticiper les jours fériés pour le coup. Et puis voyager à vélo, c'est également une belle introspection, une belle concentration sur soi-même, où là, vous allez sortir du train-train quotidien, où vous devez, je sais pas, vous devenez un robot, mais voilà, on le voit bien sur Paris, nous, c'est métro, boulot, dodo potentiellement. Là, on est vraiment on vit au rythme de la journée, en fait. Le matin, quand on se lève via le soleil, parce qu'il n'y a pas le choix, en fait, dans l'attente, il fait jour. On se couche le soir parce qu'on est juste rincé de sa journée et parce qu'il fait noir. Et puis, en fait, on voit que le corps, il est fait pour ça, quoi. Bouger toute la journée. C'est vraiment un retour aux sources, quoi, qui est juste fou. Maintenant, si jamais vous avez envie de préparer un périple, la première question que vous allez devoir vous poser, ça va être de quand partir. Pourquoi quand partir? Déjà, c'est tout con, mais il va falloir être dispo pour partir. Parce que mine de rien, ça va vous prendre sûrement un peu de temps. Et puis également, quand partir, ça va dépendre aussi de la disponibilité des gens qui seront avec vous, si jamais vous souhaitez partir accompagné. Et puis il y a également la saison qui va jouer. Donc si vous voulez partir en été ou en hiver, ça va quand même vachement jouer sur ce que vous allez amener et puis sur votre préparation. Puis après, voilà, ça ne sera pas forcément non plus du même ressort. Maintenant, ça va être où partir. Là, c'est la seconde question à se poser. Forcément, vous avez peut-être en tête un endroit qui vous donnerait envie de parcourir à vélo. Après, si vous voulez vous lancer assez simplement, il y a plein de parcours qui existent, qui sont assez faciles près de chez vous. Mais voilà, si vous avez envie d'aventures lointains, il va falloir déjà se renseigner aussi sur les pays de enfin, sur les conditions un petit peu de la destination. Donc justement, il y a quelques petits tips qu'on peut partager là-dessus. Donc il y a des applications qui vous permettront justement de vous renseigner sur le pays. Déjà, France Diplomatie, ça c'est plutôt bien si jamais vous avez envie de voir les visas qu'il faut pour le pays en question, également pour savoir la sécurité dans le pays. Parce que bien sûr, les pays dans lesquels vous allez aller, il faut vous dire que potentiellement vous allez dormir dehors, ou à la rigueur, même si vous êtes à l'hôtel, vous allez être confronté à la population sur la route. Donc il faudra vous sentir en sécurité. Ça, je pense que c'est vraiment le critère numéro un sur le pays de destination. Et il y a également après, selon vos préférences, si vous voulez plutôt vous orienter sur un parcours montagneux, un parcours plat, et puis un pays chaud, un pays froid. Ça, c'est des questions également qu'il va falloir se poser avant de partir. Après, il y aura la question de combien de temps partir. Ça va dépendre également du coup de votre rythme. Ça va également dépendre de votre temps, forcément.
Déjà, si vous voulez savoir à peu près combien de temps il vous faudra pour parcourir ce que vous avez en tête, vous pouvez également du coup estimer avec ce que vous avez l'habitude de parcourir à vélo. Et si vous n'avez pas forcément l'habitude de rouler, et ben dans ce cas-là, vous pourrez partir sur une vitesse, enfin sur une moyenne, partir de toute façon dans tous les cas tranquillement, sur une petite distance, 30 km, et puis petit à petit, vous pourrez augmenter jusqu'à 40, 50, 60. Et puis de toute façon, la forme viendra en roulant. Mais déjà, partez sur une idée que globalement, la moyenne, a priori, des cyclo-voyageurs, c'est genre 60 km par jour. Ensuite, il y a comment financer son projet. Pour financer son projet, donc ça, c'est une stat que je sors d'une source, c'est les Tours du Mondiste. Un super site d'ailleurs si vous avez envie de faire soit un tour du monde, soit un voyage à vélo, enfin peu importe. Juste voyager à l'étranger, c'est un super site. Donc là, au niveau des statistiques, assez souvent, les gens ils vont sortir de leurs économies, en fait, l'argent pour faire ce voyage à vélo. Enfin, pour faire un voyage, en fait, même autour du monde au global. Le budget moyen en fait, qu'il faut compter si jamais vous avez envie de partir là-dessus, ça, c'est pendant le périple, hein, pas les investissements que vous allez faire avant. C'est environ 68 € par personne, par jour, et ça, c'est en France. Donc bien sûr, si vous partez à l'étranger, dans un pays un peu moins cher, même ne serait-ce que pas très loin, au Portugal, globalement, vous aurez un budget qui sera un peu plus limité, par jour. Comment se préparer? Voilà, à la rigueur, je dirais plutôt s'organiser sur cette slide. Déjà, la première chose, ça va être de savoir, selon les pays dans lesquels vous partez, il y aura sûrement des vaccins que vous devrez faire. Ou à la rigueur, il y aura peut-être des papiers, par exemple le passeport. Donc ça, c'est important aussi d'anticiper, si jamais vous avez envie de partir loin, hein. Si votre passeport n'est pas à jour, ça va être un peu embêtant. Après, il va y avoir tout ce qui va être sur vos assurances de voyage, par exemple, ou votre assurance au global, les cartes bancaires, les mutuelles. Enfin, deux, trois petites choses qu'il faut potentiellement anticiper. Et puis ensuite, regardez les visas qui pourront être demandés selon où vous allez. Donc voilà, selon les pays, ça peut être assez facile d'obtention, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à regarder. Si jamais vous avez envie de vous lancer dans une aventure à vélo, honnêtement, l'Union européenne, c'est top parce que du coup, vous allez avoir uniquement votre carte d'identité. Globalement, elle est potable à peu près partout. Franchement, vous passez les frontières hyper facilement, vous n'avez pas besoin de vaccin. Et puis en plus, vous avez la couverture de votre assurance civile qui est valable 3 mois à partir du moment où vous quittez le sol français, en tout cas en Union européenne. Donc ça, c'est assez pratique. Enfin, franchement, vous n'avez pas de logistique particulière là-dessus. Maintenant, comment se préparer? Donc physiquement ou mentalement? Physiquement, en fait, moi j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément besoin de vous préparer. Parce qu'en réalité, la forme, elle viendra en roulant. Donc à part bien sûr si vous voulez partir sur un mois et vous faire un truc au taquet, où là, effectivement, vous pouvez peut-être vous préparer un petit peu à l'avance. L'idée, c'est juste de partir tranquillement et petit à petit, la forme, elle viendra de toute façon. Et mentalement, c'est un peu pareil en fait. J'ai envie de dire, vous serez prêt à rien presque parce que de toute façon, vous allez faire face à des choses que vous aurez peut-être pas anticipées. Donc dans tous les cas, l'idée, c'est juste allez-y. Mais si jamais il y a peut-être des choses à anticiper, ça serait à la rigueur de vous préparer sur les aléas mécaniques qui peuvent vous arriver. Parce que ça, honnêtement, si vous n'êtes pas trop prêt, bah, ça peut vous mettre dans le mal le jour J. Je vous montrerai un petit peu après, il y a des moments où ça peut être des longues solitudes. Mais également d'un point de vue sanitaire, si jamais vous avez par exemple, je sais pas moi, vous tombez à vélo, c'est bien aussi de savoir faire un peu les premiers secours, du genre vous soigner, ce genre de trucs. Également sur des médicaments, c'est bien d'en emporter quelques-uns et de savoir se diagnostiquer des trucs bénins en tout cas. Maintenant, le style de voyageur. Alors, disons qu'on va avoir à peu près 4 styles au global. En tout cas, moi j'en pointe 4. Il y a celui, disons, à la route. Ça, là, ça va être vraiment le baroudeur qui s'en fout, presque qui se rase pas, qui va dormir n'importe où. Lui, d'un point de vue sécurité, c'est niveau zéro, quoi. Ensuite, tu vas avoir la personne qui va aller peut-être au camping. Donc, un niveau de sécurité et d'hygiène un peu supérieur. On a accès à une douche, on va avoir accès à l'eau courante, voilà. Un minimum, en tout cas, syndical. Après, on va avoir potentiellement une personne qui veut se faire loger chez les gens. Donc ça, c'est un aspect cool aussi du voyage à vélo. Et enfin, il va y avoir la version full hôtel, par exemple, ou auberge, qui peut être très agréable aussi, mais forcément plus cher. Ça va forcément conditionner votre budget. Et pour le coup aussi, la souplesse qu'il faut avoir. Le petit tip là-dessus, ça va être de partir potentiellement hors saison.
Forcément, si vous partez hors saison, les hôtels ne seront pas bookés à l'avance, donc vous pourrez vous venir quand vous voulez, au dernier moment, et ça vous donnera forcément de la flexibilité. Et ça, honnêtement, la flexibilité sur un voyage à vélo, il y en a vraiment besoin, parce qu'il faut savoir que vous aurez du mal à planifier tout à l'avance. Vous aurez du mal quand même à savoir combien de kilomètres vous allez faire dans 2 mois si vous voulez partir autant de temps. Enfin, au niveau du roulage, moi, je prends 4 types de roulage. L'ultra. Alors, l'ultra, ça, c'est plutôt quelqu'un qui va envie d'aller vouloir rouler très vite, très léger, mais du coup, avec un confort vraiment spartiate, quoi. Après, le sportif, ça va être plutôt un mode de roulage, disons, un peu plus léger, mais quand même avec suffisamment d'autonomie pour pouvoir dormir dehors, par exemple. Ensuite, ça va être le cyclotouriste, donc là, un peu plus chargé, mais avec plus de confort, plus d'autonomie. Et enfin, la mule, là, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de pas trop se prendre la tête, qui va prendre tout son confort habituel presque, mais du coup, forcément, au détriment de la charge. Ça va du coup forcément jouer sur votre franchissement, sur votre autonomie dans la journée, la distance parcourue. Forcément, si vous avez envie de vous lancer dans un voyage à vélo, l'idéal, c'est quand même de partir avec ce que vous avez déjà. Donc si vous avez un vélo, même s'il n'est pas forcément ultra adapté, déjà testez avec ce que vous avez et ça fera déjà vraiment bien l'affaire. Et idem sur tout l'équipement que vous avez en parallèle. Même si avec un sac à dos, ça je ne recommande pas forcément, mais au global, c'est quand même bien de tester avec l'existant. Évitez de trop investir dans un premier temps. Alors justement, si je fais le parallèle, donc je parlais de l'Ultra. On va avoir ici le cas où on va avoir donc la gamme, ça c'est la gamme 4 hein, finalement presque, la gamme 0, gamme 1, gamme 2, donc gamme 3 en fait. Donc là, la courbe en ordonnée, nous avons la vitesse de déplacement, le franchissement, la versatilité. Et en abscisse, nous avons le poids total, la praticité, le confort et l'autonomie. Donc si je fais le parallèle, l'ultra, on est sur du très léger, comme on peut le voir ici avec un camarade de chez moi. Ça, on va dire que ça représente peut-être 1% des cyclo-voyageurs. C'est une espèce assez rare qui fait essentiellement des courses, hein. Concrètement, on les voit assez peu sur les parcours, hein. Ensuite, on va voir le sportif. Là, j'ai estimé un poids globalement à 25 kg du package total, vélo plus bagagerie plus matériel. Ça, j'ai estimé à peu près 10% des personnes roulées. Alors là, c'est vraiment une estimation au pif, hein. C'est les gens que j'ai croisés à peu près. Et c'est également ce que je peux voir sur les différents sites, réseaux sociaux, etc., des façons de voyager. Ensuite, le cyclotouriste. Là, clairement, on est sur le modèle dominant. J'ai estimé ça à 50% des personnes faisant des voyages à vélo. Là, on est sur un package plutôt de l'ordre de 50 kg. Ça, c'est également estimé assez vaguement, mais globalement, de ce que j'ai pu voir sur des sites, c'est à peu près ça. Et la mule, j'ai estimé à 39%, puisque c'est assez courant finalement, mais plutôt sur des parcours balisés. Donc, je ne les ai pas forcément rencontrés, ces personnes-là. Donc là, on peut dire bonjour à Annick, qui est le personnage typique qu'on peut rencontrer avec le profil de la mule. La mule, en effet, va plutôt privilégier le confort et la praticité, l'autonomie, parce qu'en effet, il peut partir très loin, vu qu'il embarque beaucoup de choses, il peut partir longtemps en toute sérénité, mais du coup, au détriment du poids total embarqué, qui sera forcément beaucoup plus lourd, puisqu'il va potentiellement trimballer une tente, beaucoup de bagages. Alors que bien sûr, ici aussi, on regarde Alexandre, qui lui embarque uniquement une sacoche de sel et beaucoup de choses dans son maillot de vélo. Bah forcément, on va se dire, ça va être compliqué d'aller jusqu'en Chine comme ça. Si j'enchaîne du coup sur des courbes d'investissement versus le poids du package. Si jamais vous souhaitez partir en été, alors évidemment, les investissements seront plus légers que partir en hiver. Parce que forcément, il fera plus chaud, donc vous aurez moins de matériel, et le matériel sera peut-être de moins de qualité, puisque bah voilà, il pleut moins, il fait plus chaud, donc pas besoin d'avoir de l'étanchéité ou autre. Au contraire, si vous partez en hiver, plus d'équipement, plus épais, donc forcément, ce sera plus cher et en plus plus lourd. Très important dans votre choix du coup de destination et de quand partir. Et enfin, nous avons donc la location versus l'achat. Donc selon la durée sur laquelle vous partez, ça sera assez important de savoir si jamais vous orientez plutôt sur la location ou de l'achat. Forcément, si vous partez que 2-3 jours, ça sert peut-être à rien d'investir 100, 200, 300 euros dans des sacoches, alors qu'il y a certains sites qui le proposent. Ensuite, il y a notamment le Cyclo qui propose de la location de matériel. Je n'ai pas de sponsor, mais voilà, apparemment très bon site pour ça, Le Bon Coin, et puis sinon des personnes de proximité qui peuvent à la rigueur vous fournir du matériel.
Enfin, un dernier conseil, ce serait à la rigueur, pourquoi pas rouler pour une association. Rouler à vélo, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper courant. Et si jamais vous faites quelque chose d'assez extraordinaire, bah, pourquoi pas en parler et puis rouler pour une association, ça permet de la mettre en lumière. Ça peut également vous aider aussi à mettre votre projet en lumière. Donc en fait, c'est bénéfique pour les deux. Rouler pour une asso, c'est également soutenir une cause qui nous tient à cœur. Donc forcément, enfin, c'est toujours intéressant pour soi. À la rigueur, si jamais vous êtes dans des petits moments où vous êtes en manque de motivation sur le vélo, même pour, enfin, si vous avez de marcher ou quoi que ce soit, ça peut être également un petit coup de boost et vous dire que bah, voilà, vous ne faites pas ça que pour vous, vous faites également ça pour une cause. Justement, je vais faire le point avec mon expérience pro, enfin perso. Donc moi, j'ai roulé pour le Ruban Rose. Donc, c'est une association du coup qui est sur la prévention du cancer du sein. Donc, j'avais à l'occasion créé donc une cagnotte qui collectait à la fois de l'argent donc, pour l'asso et également pour financer mon projet. Donc, j'avais collecté, c'était 4 500 euros, il me semble, en tout. Maintenant, donc, concernant mon expérience, donc moi, sur mon équipement, donc là, je suis venu avec aujourd'hui. Donc, le vélo, moi, j'étais parti sur un vélo cadre acier. C'est ce qu'il y a de plus costaud, c'est ce qu'il y a de plus rassurant, on va dire, quand vous partez à l'étranger, ça peut facilement se réparer. Un vélo, en fait, où moi, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui pourra me servir au quotidien par la suite. D'ailleurs, vous le voyez, les collègues, je viens tous les jours avec eux. C'est hyper pratique. Moi, j'ai mes sacoches à l'avant, je fous mon PC. Donc moi, c'était vraiment un choix que je voulais polyvalent. Et je pense que c'est vraiment le meilleur des conseils, c'est de choisir quelque chose qui vous resservira par la suite et pas quelque chose qui uniquement pour du voyage à vélo. J'avais fait ce choix-là, moi, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui alliait à la fois la performance, puisqu'il peut être assez rapide, on va dire, sur le plat, mais je pouvais également mettre pas mal de charges sans risquer que le vélo casse en deux, quoi. Au niveau de la bagagerie, j'avais en tout un volume qui faisait l'équivalent de 50 litres. 50 litres, c'est un standard, en fait, on va dire, dans les sacs à dos de voyage, par exemple. Du coup, moi, j'atteignais les 50 litres avec différentes sacoches. Les plus grandes, c'était les sacoches du porte-bagages avant. Donc ces deux-là, ça c'est 12,5 litres. J'avais également une petite sacoche à l'avant pour mettre des papiers. Ici, une autre sacoche. Enfin, tout ça, je vais le détailler un petit peu après. Le tout, en tout cas, donc, ça faisait 50 litres, ça faisait 3,2 kg de sacoche et ça m'a coûté 440 euros. Moi, j'ai pris après des sacoches vraiment qualitatives, étanches, parce que même si je partais en avril, il y a quand même souvent de la pluie et j'avais aussi envie d'investir dans du beau matériel qui m'en servira. Donc voici niveau la répartition. Donc les sacoches avant, on les retrouve sur le porte-bagages. Moi, globalement, j'y mettais tout le matériel de bivouac et la bouffe. Matériel de bivouac, j'ai d'ailleurs amené la tente aujourd'hui. Ça, c'est le modèle. Ça tient pile poil dans la sacoche à l'avant. Et du coup, dans une même sacoche, j'avais à la fois la tente, duvet, oreiller, sac de couchage, enfin, c'est la même chose d'ailleurs. Enfin, tout le nécessaire pour dormir. Dans l'autre sacoche, de l'autre côté, j'avais plutôt tout ce qui était popote de cuisine, la bouffe qui me permettait d'être autonome et tout ça au global. J'avais ensuite du coup toute l'eau qui était au milieu. Donc j'avais un autre porte-bidon en plus pour un litre supplémentaire lorsque je bivouaquais. Enfin, à l'arrière, on retrouvait tout ce qui était les vêtements dans la sacoche de selle. Au milieu, la sacoche de cadre, là, c'était plutôt pour tout ce qui était matériel de réparation. Et enfin, la sacoche à l'avant sous le guidon, ça, c'était plutôt pour tout ce qui était l'électronique et les papiers. Sur le devant, donc ça, c'est mon poste de pilotage. Nous retrouvons du coup les prolongateurs. Donc ça, en fait, c'est un accessoire qui permet du coup de mettre les bras parallèles, en fait, juste au-dessus du guidon, d'être assez aérodynamique. Donc ça, c'était quand même vraiment pratique pour changer de position, soulager le dos, manger sur le vélo aussi, parce que du coup, vous libérez vos mains presque. Donc très pratique pour manger une banane, une carotte ou que sais-je. Et aussi pour lutter contre le vent de face, par exemple. Très très important, parce qu'il est présent partout, celui-là. Le GPS vélo, ça c'est vraiment un must-have sur un voyage à vélo. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je faisais mon itinéraire. Donc, c'est comme ça que je me déplaçais. Et c'était vraiment. Ça permettait également de collecter quelques petites stats sur ma journée. On est amateur de data. Et également, donc, j'avais mes foot push. Donc, ça, c'est deux petites poches qui étaient juste sous le guidon où je mettais toute la bouffe à grignoter au global.
En fait, j'avais ma sacoche Top Tube où là, j'avais l'appareil photo. Il me semble que j'avais 2-3 trucs en plus, mais c'était essentiellement ça. L'idée, c'était de l'avoir vraiment à portée de main et pouvoir prendre les photos sur le vélo en roulant quasiment. Moi, au niveau des dépenses de matériel, donc alors, je suis pas forcément un exemple puisque j'ai acheté des trucs vraiment chers. Donc forcément, ça m'a coûté peut-être plus cher que la moyenne. Mais en tout, moi, le vélo, donc j'ai acheté un vélo d'occasion qui était assez peu cher, on va dire. C'était 850 euros. J'ai fait quand même beaucoup de modifs, ce qui m'a poussé le truc à 1500, enfin quasi 1600 euros. Bagagerie plus ma taille, j'en ai pour 3680 euros. Sachant que pour le coup, moi, j'avais rien. J'avais jamais bivouaqué, donc j'avais pas de tente, j'avais pas de duvet. Donc forcément, j'ai dû casquer à mort pour investir dans tout ça. Ça m'a fait un total de dépenses moi, pour le matos de 5000, quasi 5300 euros. Et un poids total, donc vélo plus bagagerie plus tout le matériel, de 34 kilos. 34 kilos, c'est quand même pas rien. Notamment, je ne sais pas si vous avez l'habitude, un vélo du Tour de France, c'est environ 7 kilos pour avoir un ordre d'idée. Et donc, au niveau du financement, pour ma part, moi, j'ai la plupart du financement qui est venu de mes économies, où du coup, c'était quand même plutôt pratique pour avancer les frais. Il y a une partie aussi que j'avais déjà en possession. Bon, bah forcément, par exemple, ça, c'était les fringues ou ce genre de choses. Où là, du coup, ça m'a évité de dépenser 604 euros. Je les ai quand même budgétés dedans parce que si jamais quelqu'un a envie d'investir, je les ai chiffrés. Matériel vendu, ça m'a apporté 216 euros. Et enfin, la cagnotte, où je l'avais estimé à ce moment-là environ 2000 euros collectés. Enfin, concernant mon périple. Donc moi, j'ai fait 92 jours de voyage. 92 jours où, du coup, forcément, il y a quand même eu des jours de repos. Il y a eu quelques petits week-ends aussi à droite, à gauche. Notamment, moi, j'ai fait 3 pauses, on va dire, majeures. Barcelone, j'ai rejoint un ami, Joël, un ami d'école, où du coup, on a passé un petit week-end de 3 jours sur Barcelone. Ensuite, j'ai fait une petite pause à Madrid, où là, j'ai découvert un gars plutôt cool. J'ai juste passé 2 jours. Lisbonne, où là, j'ai rejoint Sarah, du coup, ma femme. On a passé un week-end de 4 jours là-bas. Ça nous a permis de découvrir Lisbonne, notamment. Ensuite, j'ai rejoint une pote aussi de l'école à Porto, où on a passé 2 jours. J'ai rejoint à nouveau Sarah à Montpellier pour 3 jours, il me semble. Et enfin, j'ai à nouveau rejoint Sarah à Milan pour 4 jours. Et enfin, j'ai rejoint les parents et ma sœur à Annecy pour une semaine de vacances, qui ne sont pas dans les jours de voyage, puisque c'était pas du voyage. Donc ça m'a fait 92 jours, 75 jours que j'ai passé sur le vélo. En tout, moi, j'ai fait 7767 km. 106 km de dénivelé positif, ça ne va pas forcément vous parler. Bon, c'est beaucoup, mais ça ne parle pas. 376 heures de vélo. Et ma journée moyenne sur le vélo, quand je fais le cumul de tout, ça me faisait à peu près 104 km journaliers pour 1500 mètres de dénivelé et 5 heures de vélo. Ça fait une vitesse moyenne pour les amateurs de vélo de 20,8. Concernant la partie couchage, donc ça m'a fait 91 nuits. Sur ces 91 nuits, donc comme je vous disais, il y a quand même pas mal de nuits que j'ai passées en week-end avec soit Sarah, soit chez des potes. Donc ça m'a fait en tout 35 bivouacs, dont l'essentielle majorité des bivouacs que j'ai fait en Espagne. Je me suis fait assez peu héberger. J'ai dormi 32 fois chez l'habitant. Donc ça, c'est via l'application Warm Shower, où en fait, c'est une application de cyclo-voyageurs. C'est vraiment pour les cyclo-voyageurs, conçu par des cyclo-voyageurs. Et ils n'hébergent que des gens qui font ça. J'ai dormi 20 fois à l'hôtel, auberge et B&B. Donc ça comprend mes différents week-ends. Mais il y a quelques fois aussi où, quand la météo était vraiment pourrie dehors, je me permettais quand même d'aller à l'hôtel. C'est là où on redécouvre le luxe de la douche, notamment. Et j'ai dormi 4 fois en camping. Niveau conditions météo, j'ai eu vraiment de tout. Le premier jour où je suis parti, il neigeait. J'ai à nouveau eu de la neige un petit peu au-dessus de Barcelone, parce qu'on était mi-avril à 1700 mètres d'altitude. Bah, comme ceux qui viennent du week-end ski, vous constatez, il peut y avoir de la neige en avril. Et puis, bah, les journées au final de juin, fin juillet, bah, là, on était même sur de la canicule, des journées à 40 degrés à l'extérieur. Mais bon, sur le vélo, au final, on a un peu d'air, donc c'est pas si mal. Donc moi, sur mes différentes journées, donc ça m'a coûté à peu près 5000 euros ce voyage sur ces 3 mois.
Donc, 5 000 € dépensés en matériel et environ 4 500 collectés pour la cagnotte. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit top des moments passés sur le vélo, on va dire. J'enlève tous les week-ends passés avec ma famille ou Sarah qui sont évidemment exceptionnels parce que quand on retrouve de la famille ou enfin voilà, des gens à qui on tient, bon, c'est juste indescriptible justement de voir qu'après 1 mois ou 3 mois passés sans les voir, c'est assez fou quand on les retrouve. Donc là, j'ai plutôt faire un focus sur le vélo. Vraiment un truc un peu plus sportif, quoi. Première journée exceptionnelle. Enfin, ça, c'est plutôt sur la fin du parcours. Donc là, le matin, je partais de Poleggio. Poleggio, ça ne va pas vous parler, c'est pour ça que j'ai mis la carte. Donc là, on est en Suisse. Donc là, il y a Milan qui est par là. Donc là, on est en plein cœur de la Suisse et ça me fait arriver ici à Interlaken. Donc le matin, je pars pour une journée où bah, tu sais jamais trop de toute façon où tu arrives le soir, hein. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Premier col, du coup, je passe le Four Capas. Donc ça, c'est un col pavé, donc abominable. Deuxième, enfin non, passe le Saint-Gothard, autant pour moi. Deuxième col, ça c'est le col de James, le Four Capas, le col qui est apparu dans un James Bond ou je sais pas lequel. Mais un James Bond, il est très connu apparemment en Suisse. Mais c'est également la source du Rhône. Donc au final, c'est assez intéressant parce que je pars de Lyon. Et je descends par la Via Rona. Et au final, je viens à la source du Rhône. Donc je trouvais ça assez dingue. Voilà, très très beau. Exceptionnel, hein. Ça se rend peut-être pas en photo, mais c'est très très beau, hein. Et enfin, du coup, je passe au troisième col, le Grimsel Pass. Là, j'ai pas d'anecdote dessus. Et enfin, par contre, là, disons que la majeure anecdote de la journée, c'est que donc j'arrive en gros, donc je contacte le gars là par l'application Warm Shower. Donc dans la journée, hein, bien sûr, c'est le midi pour le soir, voire même, je sais plus, j'ai dû compter peut-être à 16 h pour 19 h. Le gars me dit, bah ouais, moi je suis à Interlaken, je peux t'héberger, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je serai pas chez moi. Donc en fait, j'arrive, il me dit, il me fait une sorte d'escape game où il planque les clés à l'entrée ou je sais plus où. Il me dit, donc tu ouvres la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, je t'ai fait les courses, je t'ai mis à manger dedans. Et puis ensuite, profite de l'appart autant que tu veux. Moi, je reviens demain vers 9 h. Et effectivement, le gars, à Interlaken, donc je ne sais pas si vous visualisez, hein, mais on est en Suisse, dans un endroit qui est entre deux lacs, comme ça porte bien son nom. C'est genre hyper cher. Genre, si j'avais loué ça en Airbnb, ça m'aurait coûté 200 balles. Le gars, il me fait les courses, il me laisse son appart, un grand appart de, je sais pas, peut-être 60 mètres carrés. Et il vient le lendemain, il me dit, ah bah attends, j'ai quand même passé devoir avant que je parte. Et tranquille, il m'a forcément, bien sûr, demandé aucun argent, hein, juste par pure gentillesse, quoi. Ça, c'est pas un cas isolé, hein. J'en ai eu pas mal des trucs comme ça où genre la personne est à peine présente, juste il t'héberge par pur plaisir, quoi. Incroyable. Deuxième journée assez cool, hein. Donc là, départ de Larens où je bivouaquais au pied du col au col de l'Aubisque. Le col de l'Aubisque, c'est un col bon, très connu pour les cyclistes dans les Pyrénées. C'est également hyper beau. Là, en fait, je m'étais dit, alors c'est très con, hein. Normalement, je vous recommande pas de faire ça. Mais dès le matin, je me suis dit, là, j'ai envie de tout donner, tu vois. Donc, premier col de la journée. En fait, je pense que je me suis pris dans une sorte d'euphorie. C'est qu'en fait, on n'est pas loin de la frontière espagnole. C'est pour ça que je vous ai mis ça là, hein. On n'est pas loin de la frontière espagnole. Et les Espagnols sont très friands de vélo. Ils sont très friands de la France. Et en fait, parce que forcément, il y a des très beaux cols par chez nous. Donc, les routes, on était un samedi, donc forcément, plus journée idéale pour rouler. Comme vous pouvez le constater au niveau de la météo, top. Il faisait a priori, j'ai pas mis la température, c'est dommage. Mais bref, journée idéale, plein de cyclistes espagnols sur la route. Et en fait, bah, moi, ça fait quand même 2 mois que je voyage à faire des journées de barbare à plus de 100 km. Donc là, j'atteins un niveau de forme olympique. Et en fait, je vois que je double plein de monde dans le col, quoi. Alors qu'eux, ils sont avec des vélos de route. Alors là, je vous dis que je prends une certaine euphorie. Donc forcément, quand vous êtes là-dedans, vous n'avez qu'une envie, c'est de doubler tout le monde. Et justement, ça m'a valu une photo avec ce gars en haut parce que je l'ai rattrapé. Il a essayé de s'accrocher à un haut, puis au final, on finit au sprint en haut du col, ce qui est totalement con parce que moi, je suis avec mon vélo chargé à mort et je l'ai battu. Du coup, c'était assez lunaire. C'était assez lunaire, mais du coup, on a bien rigolé. On a roulé encore un petit peu après le col ensemble. Et puis, fin de journée, du coup, je dors, je pense, au plus beau spot du voyage. C'est au cirque de Gavarnie. C'est juste incroyable. C'est pareil, ça rentre peut-être pas en photo, mais là,
Le cirque, en fait, c'est quand justement ça ressemble à presque un cirque, ça fait une sorte d'arc de cercle assez grand. Et celui-là, il est juste impressionnant. Je sais pas, il y a combien en hauteur, mais il y a plusieurs centaines de mètres, il me semble. Des cascades qui font quasiment la hauteur du truc. Et du coup, je me suis un peu enfoncé en fin de soirée dans ce cirque. Normalement, on n'a pas le droit forcément d'accéder en vélo. Moi, je poussais le vélo à pied à côté et j'ai bivouaqué là-haut. Alors par contre, faut savoir du coup que c'était pas forcément la meilleure nuit parce que qui dit altitude, même si on est en juin, à 2000 mètres, la nuit, ça caille méchamment, quoi. Genre, je sais pas combien il faisait, peut-être 5 degrés, quoi. Mais moi, j'avais forcément un duvet qui était dimensionné plus pour de l'été. Donc, j'ai pas forcément très bien dormi, surtout que c'était assez humide parce que même si les cascades, elles sont assez loin, ça remue quand même pas mal d'eau. Donc, je me suis vraiment caillé, quoi. Surtout le matin. Enfin, troisième journée vraiment cool. C'est un défi qui s'appelle les cinglés du Ventoux. Les cinglés du Ventoux, en fait, ça consiste à faire l'ascension du Mont Ventoux par les trois ouais, les trois versants. Merci Thomas. Par les trois versants du col. Donc, ce qu'on conseille, c'est de commencer par Bédouin, ensuite Malocène, et puis la dernière par Sceaux. Donc, ça faisait une journée en fait de barbare. Je me suis quand même autorisé le fait d'enlever les bagages, pas une partie. Mais malgré tout, je pense que dans cette configuration, le vélo, il devait bien faire 18 kilos parce que j'ai quand même laissé tout le matériel de réparation, plus la flotte et tout. Enfin, c'était pas non plus un pur vélo de route, quoi. Mais du coup, ça faisait quand même une belle journée et ça vaut, en fait, enfin, pour l'organisation de ce truc-là, il faut contacter une association qui s'appelle les Cinglés du Ventoux. Le gars, il nous envoie par mail un courrier avec une carte de séjour, enfin une sorte de passeport en fait, qu'il faut faire tamponner dans un bar ou enfin n'importe quel commerce en fait de Bédouin. Une fois que vous êtes en haut du Mont Ventoux, vous faites tamponner dans le seul bar qui est là-haut. Enfin, il y a un bar et il y a un magasin de souvenirs. J'ai pris un petit souvenir. Et ensuite, vous rebadgez en fait dans toutes vos étapes dans les villes pour montrer que vous y êtes bien allé. Bon, après, quand on a une trace GPS comme là, c'est quand même une belle preuve aussi. Et il faut que ça se tienne du coup sur 24 heures. Après, sur 24 heures, normalement, ça passe quand même plutôt bien. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous envoyez par la poste à l'association qui, en échange, vous envoie une petite médaille en plastique et une sorte de badge de félicitations, quoi. Mais bon, c'est super cool. Et du coup, après, vous êtes sur l'association, sur une sorte de blog parmi les inscrits de ce truc-là. Pour les très très motivés, il y a également les doubles cinglés ou les fous du Ventoux, je sais pas quoi. C'est deux fois ça dans la même journée. Voilà, c'est délirant, quoi. Déjà que là, ça fait une belle journée, hein. 4500 D+, 147 km, faut être motivé aussi. Enfin, ah oui, autant pour moi. La dame. Donc ça, la dame, c'est la maman d'une collègue de ma belle-mère. En fait, elle habite bah, du coup au pied du Mont Ventoux quasiment. C'est Ghislaine, je crois. Ouais, je crois que c'est Ghislaine, mais voilà. Et du coup, elle m'a hébergé 2 nuits de suite. Donc la première nuit, quand je suis arrivé chez elle, et je lui ai gentiment demandé si ça la gênait pas que je reste une nuit de plus. En fait, elle était hyper contente parce que bah elle vit seule. Donc forcément, d'avoir un peu de compagnie, sachant qu'on n'est pas loin de la ville, là, hein. Enfin, on est loin de la ville plutôt. Donc elle est un peu isolée, donc ça lui fait vraiment plaisir. Puis en plus, j'ai l'âge d'un de ses petits-enfants, donc elle a l'impression d'avoir un de ses petits-fils chez elle. Le soir, moi, je lui ai ramené les pâtisseries. On a passé la journée à discuter, enfin la soirée à discuter plutôt. Enfin, elle était vraiment ravie au final et du coup, c'était un super moment. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment des bons souvenirs avec elle. Et en fait, en plus, c'était une fin connaisseuse du Tour de France. En tout cas, elle connaissait Geraint Thomas, Chris Froome. Donc, bon, a priori, je vois dans l'assemblée que personne ne connaît. Donc, plus spécialiste que vous. Et dans les autres journées vraiment exceptionnelles, c'était donc là, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'ultra, le profil ultra. Donc ça, c'est Alex, c'est un pote d'enfance avec qui j'ai fait des années de judo, qui maintenant fait de l'ultra cyclisme du coup. Donc là, il était sur le parcours de la Race Cross France. Donc c'est une course qui veut qu'on traverse la France intégralement. Donc c'est 2600 km en non-stop en fait. Le but, c'est de le faire le plus vite possible. Un truc de barbare aussi.
Et du coup, comme il passait plus ou moins sur ma route, moi j'ai fait en sorte de le rejoindre. Donc là, je dormais chez de la famille pas loin de Genève. Du coup, je l'ai rejoint à Aix-les-Bains. Et d'Aix-les-Bains, on a fait un bout de route ensemble par du coup long d'Annecy, enfin long de la d'Annecy. On est passé par le col de la Colombière. Mais comme on s'est rejoint, il devait être genre 18 h, bah forcément on a roulé de nuit, une bonne partie. Et enfin là, franchement, c'est lunaire, hein. Et vous êtes à minuit sur un col de haute montagne à quasi 2000 mètres d'altitude. Il n'y a pas un bruit. La moindre voiture qui passe, vous vous fiez dessus parce que vous dites à tout moment, je sais pas, on va nous braquer, quoi. Et du coup, descendre de col, pareil, juste avec la frontale et la lumière du vélo. Donc ça, c'était assez délirant et hors du temps. Surtout quand vous continuez de rouler à 3 heures du mat, enfin, votre corps, il comprend vraiment pas ce qui se passe, quoi. Et du coup, lui, bah, forcément, il continue sa route parce qu'il arrivait, son arrivée, c'était près de Nice, un truc comme ça. Donc, il avait encore beaucoup de kilomètres à faire. Moi, je n'allais pas m'infliger ça non plus, hein. Donc, j'ai tranquillement dormi à Salanches. Donc là, le spot était juste dingue. Et pour l'info, la petite anecdote, il y avait un camping qui était juste à côté. Donc, j'en ai profité pour aller tranquillement incrusté dans le camping. J'ai rempli mes gourdes, j'ai pris une douche dans le camping. Donc, il est 4 heures du mat, là, hein. Donc, il fallait juste être discret pour ne pas réveiller les gens, mais j'en ai profité voilà, pour me faire ma petite hygiène. Et hop, j'ai bivouaqué tranquillement, parce qu'à 4 heures, l'accueil n'était pas ouvert bizarrement. Donc, bon, je me suis dit, je vais me mettre à côté. Et puis, au final, j'étais pas mal parce qu'il y avait un petit camping avec vue sur le Mont Blanc et lac. Donc, plutôt tranquille. Et du coup, grosse journée, hein, parce que là, on a fait, je fais 200 bornes. C'était ma plus grosse journée, forcément. Là, on va passer au flop, flop journée. Ça, c'est une vraie photo hein, du voyage, hein. C'est vu sur le parcours. Il faisait chaud ce jour-là, forcément. Donc là, première galère. Donc je vous ai localisé un petit peu, on est en plein cœur de l'Espagne. Donc là, j'étais dans un parc naturel qui était assez merveilleux aussi en termes de paysage, mais vraiment isolé du monde. Pour le coup, la France, c'est là où on voit que même les campagnes sont un peu habitées quand même. Parce que là, l'Espagne, il y avait mais vraiment personne, quoi. C'est le Morvan ou la Corrèze ou je sais pas quoi, quoi. Donc, première galère de la journée, mon câble de dérailleur-arrière qui lâche. Donc, dérailleur-arrière, c'est sur le mien, sur mon vélo, c'est 11 vitesses. Donc, à l'avant, j'ai un pédalier où il y a 2 vitesses, on va dire. Bon, autant vous dire qu'avec juste les 2 vitesses à l'avant, ça ne change pas grand-chose, quoi. Donc, assez galère, sachant que ça m'est arrivé en début de journée. Mais ça, c'est un manque de prévention de ma part, hein. C'est juste que j'ai pas changé le câble avant de partir, ce qui était un peu débile. Mais du coup, ça m'a valu de faire du stop. Donc faire du stop. Au début, j'ai commencé parce que je pouvais continuer de rouler. Mais je me suis dit, en fait, le prochain vélociste, il a 80 km. Parce que forcément, milieu isolé, bah, le vélociste, c'est pas non plus le truc que tu trouves partout, quoi. Donc, je me suis dit, je vais faire du stop pour gagner un peu de temps. Parce que là, je roule à 10 km/h, ce qui allait du coup être un peu long. Et du coup, j'avais déjà prévu que Sarah me rejoigne à Lisbonne. Donc là, c'était un petit peu contre-la-montre jusqu'au timing de là-bas. Et si je perdais déjà enfin, quasi 60-70 km dans la journée, il fallait que je compense comme un barbare les 3-4 jours qui suivent. Donc je me suis dit, ben, on va tricher. Donc je fais du stop avec le vélo à côté. Ça ne marche pas, parce que forcément, c'est pas crédible, hein. Si vous avez le vélo qui est à côté de vous, que tout va bien. Je me suis dit, ensuite, je vais faire du stop, mais en roulant, pour gagner du temps. Encore moins crédible. Donc forcément, personne ne s'arrête. Et ensuite, c'est là où je me suis dit, alors, on va faire un contexte d'urgence. Je retourne le vélo, j'enlève une roue que je tiens à la main et je fais genre, je suis épuisé, tu vois, un genou au sol. Et là, tout de suite, beaucoup plus de succès. Donc, des gens se sont arrêtés. Donc, pas forcément mon prix, hein, parce que voilà, on a une petite excuse. Ah, ma voiture est trop petite. Ah, ma voiture est propre. Ah, non, c'est pas ma direction. Mais au final, du coup, c'est la Guardia Civile, donc l'équivalent des gendarmes espagnols, qui se sont arrêtés et qui m'ont dit bah, c'est quoi ton problème, tu vois. Et au final, les gars, ils m'ont pris et ils m'ont emmené au vélociste le plus près qui était à 80 bornes. À 80 bornes. Et vraiment, ils m'ont emmené jusque là-bas. Donc, ça, c'était dans leur zone limite de couverture. Et voilà, ils ont fait le détour. Donc, eux, c'était en dehors quasiment de leur zone. Donc, ils sont fait 160 bornes de voiture juste pour me déposer. Ce qui est juste ultra sympa, quoi. Deuxième journée galère. La vraie journée de neige. Donc là, je partais de Benifallet, qui est non, soit Barcelone, c'est là.
Benifallet, du coup, on est un petit peu au sein de la montagne à peine. Et du coup, j'ai fait un profil qui vraiment s'orientait plus dans la montagne. Donc là, on est à 1700 mètres, comme le montre le panneau. Et en fait, j'ai continué de rouler assez longtemps, parce que j'avais juste donc, mon maillot, comme on peut le voir sur la scène, là, un maillot d'été, et un coupe-vent imperméable. Par-dessus ça, après, j'avais également une doudoune, mais en soi, rien de très très chaud quoi, non plus. Mais en fait, quand on est en actif et qu'on est dans le col, finalement, on n'a pas si froid que ça. Sauf que je continue, donc ça commence déjà aussi à pas mal glisser, mine de rien. Et vraiment, je commence vraiment à me les cailler sévère. Donc je m'arrête pour prendre ma doudoune et tout dans les bagages à l'arrière. Mais au final, bah, la doudoune, j'avais les doigts gelés, quoi. Donc hyper compliqué d'ouvrir. Même fermer un zip, c'est compliqué. Et puis le temps en fait de tout déballer, bah, tu essayes de sautiller sur place pour te réchauffer. Heureusement, parce que là, je me suis dit, c'est quand même presque débile de continuer, quoi. À ce rythme-là, ça devient dangereux, quoi. Heureusement, du coup, il y a une voiture qui s'arrête, qui me dit, globalement presque, vous êtes débile. Ne continuez pas parce qu'en fait, là, j'étais à 1700 mètres, mais derrière, ça redescendait. Moi, je pensais être quasi au sommet, mais en fait, ça faisait qu'augmenter petit à petit. Genre, l'école qui suivait, bah, déjà, n'était pas forcément simple. La route totalement gelée et bien enneigée. Et puis, moi, j'avais des pneus slick, quoi, on va dire. Enfin, vraiment sans rainure ou quoi que ce soit. Donc, pour rouler sur la neige, vraiment pas la bonne idée, quoi. Donc la personne me prend dans la voiture, me dépose à l'hôtel le plus près. Du coup, je fais marche arrière sur le parcours. C'est ça qui m'enchantait pas trop non plus. Et bon, du coup, j'oublie mes gants dans la voiture. Je mange à l'hôtel, parce qu'au final, du coup, l'hôtel n'était pas forcément le moins cher, hein. Et du coup, je me dis, bah fuck, moi, je mange pas au resto. Ça me coûte déjà cher. Donc, je cuisine avec mon petit gaz dans la chambre. Je me fais des pâtes et la journée se finit comme ça. Le lendemain, les gérants de l'hôtel me prêtent des gants latex pour finir la journée. Parce que le lendemain, du coup, forcément, il faisait toujours assez froid, hein. Mais sans gants, je me suis dit que j'allais vraiment me les geler. Donc, les gants latex m'ont quand même un peu sauvé. Et des petits sacs poubelles aux pieds pour l'étanchéité également. Ah oui, ça m'a valu aussi un panari, comme vous pouvez le voir ici. Un doigt un petit peu endommagé. Autre journée galère, ça c'était au tout début. Alors des bivouacs, j'en ai fait des sympas, hein. Certains où je me suis pris la foudre, où je me suis vraiment chié dessus. Ça c'est le... Enfin, non, je me suis pas chié dessus, mais j'ai eu très très peur, quoi. Je me sentais dubitatif, mais... donc là, c'est premier bivouac. Donc en fait, j'avais jamais bivouaqué de ma vie avant ce voyage à vélo. Tiens, mais il est con quand même, ce gars. Et oui. Et du coup, forcément, j'appréhendais, mais sauf que avant de partir de cette journée où j'étais parti très tard, parce que j'avais dormi chez bah, une amie de promo de ma classe, bref. Et du coup, le matin, on avait traîné, on avait papoté. Et je me suis dit, bah vas-y, je profite, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais du coup, je suis parti super tard. Donc, je me suis couché super tard, parce que j'avais envie de faire un peu de kilomètres. Mais sauf que j'avais été vraiment déterminé en tête. Je m'étais dit, ce soir, je bivouac, je bivouac, je bivouac. Sauf que vraiment, j'appréhendais, parce qu'en plus, il y avait du vent. Et je sais pas, je paniquais un peu, genre je sais pas trop pousser ma tente et tout. Donc ça a fini à retarder à mort le truc. Donc déjà je mange, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Donc même si on est en avril, en début avril, on change toujours d'heure à la même période. Donc a priori c'est vers 20h30 quoi. Donc 20h30, donc là il devait être bien 21h30 quand je m'arrête pour choper la pizza, qui était le seul commerce ouvert d'ailleurs. Donc plutôt cool, je mange ma pizza, je continue. Et puis je chope, du coup, je finis par me dire, allez, là, c'est le bon endroit. Donc là, on est dans une petite montée, donc un truc pentu. Donc déjà, première erreur, dormir sur un truc pentu, c'est vraiment pas agréable. Deuxième erreur, je sais pas si vous le voyez, il y a des pierres de partout. Sur une tente, les pierres, c'est vraiment pas dingue non plus. Et enfin, là, ça se voit pas, mais il y avait du vent, mais genre facile 40 km/h, quoi. Donc déjà, pour monter la tente, c'était un calvaire, mais dans la tente, moi, j'ai mis les boules caisses hein, pour réussir à dormir, mais bref, la panique. Donc premier bivouac, vraiment un échec, déjà parce que je me suis couché tard, donc j'ai mal dormi. En plus, c'était pas si loin de la route, donc du bruit. Et puis avec le vent, bon bah voilà, plus les pierres, plus la pente, une catastrophe, quoi. Ce qui fait que le lendemain, j'ai dormi à l'hôtel pour me rassurer. Et le surlendemain, j'ai dormi au camping pour avoir un peu plus de confort. Du coup, ça c'est la journée. Alors c'est pas la pire, hein, c'était une belle journée en soi, mais quand même, vous allez faire le lien de cause à effet. Ça, c'est un plat indien.
Un plat indien. En France, c'est pas si épicé que ça, en fait, l'indien. Déjà, c'est épicé. Et puis là, je ne sais pas si ça se voit, mais je me suis dit, tiens, dis donc, des légumes indiens et tout typiques, j'en vois jamais en France. C'est une super idée de me bouffer ça. Bah, pas tant, hein. En fait, c'était pas du tout digeste. Et donc, le lendemain, moi, je m'en suis pas aperçu tout de suite, mais au fur et à mesure du parcours, quelques petits troubles gastriques, fortement. Et du coup, c'est genre, il faut s'arrêter de la minute à l'autre, quoi. Et véridiquement, de la minute à l'autre, heureusement que je me suis arrêté parce que, voilà. Alors, merci Elia pour les détails. Mais je me suis arrêté à une station-service, alors qu'il n'y avait pas de toilette, mais qu'il y avait minima un jet à l'extérieur. Et bah, c'était super. J'ai quand même pu, du coup, nettoyer les dégâts. Et comme j'avais quand même 2 tenues de vélo, j'ai aussi pu me changer. Et comme c'était un jour très venteux, alors ça se voit peut-être pas parce que là, c'est marqué 15,5, mais du coup, j'ai beaucoup roulé ce jour-là et toute cette partie-là, on va dire l'allée en direction de l'est, c'était vente d'eau. Et bah, du coup, au moins, les fringues que j'ai pu nettoyer ont un peu séché. Donc, je me suis dit, bah, ça va me permettre de faire ma petite pause méridienne. Voilà, je mange tranquille, ça sèche, super, on est content. Mais au final, dernière partie de journée top, hein. Là, je passe par le désert des Bardenas. C'était juste incroyable. Le désert des Bardenas, c'est aussi un lieu d'entraînement de l'aviation espagnole. Donc, ils font des petits bombardements dans le désert, des petits tirs, mais des vrais tirs, hein. C'est pas blanc. Bon, je me suis pas pris de balle, hein, sinon je serais pas là. Mais vraiment cool. Et le soir, j'ai dormi chez c'est Marc qui s'appelle, donc un Français qui habite en Espagne, parce qu'il a des origines espagnoles. Et c'est d'ailleurs le seul Espagnol qui m'a hébergé, parce que toutes les nuits que je me suis fait héberger en Espagne, c'était jamais des locaux. Bref. Mais super nuit en tout cas, Marc top. Et puis moi, ça m'a marqué du coup le passage à la frontière française du coup que je passais le lendemain. Et donc, on conclut ce petit présentation par une vidéo qui va vous retracer. Bon, bref, vous allez voir. How to get up in time. Someday I used to lose my goal, but I keep dreams in now. To don't forget my soul. Such a trip is high. Maybe I will fall. No luck, I'm eternally a suck, yeah, I know, but I just don't want to blow. Now I'm happy excessively. I'm alive and I go wrong to and for good. How to work out the world. Merci. Moi, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous avez entrepris de faire un voyage ou Je sais le pas si tu prochain. Ah oui. m'entends, c'est Valérie, je sais pas si tu m'entends? De quoi, Vanessa? Ah, Valérie, autant. Ouais, Valérie, Bah, moi, je autant voulais pour te moi. remercier parce que c'est super intéressant, ça donne envie. Bon, je suis pas une grande sportive, donc je ferai pas ce genre de périple. Je suis
très intéressée, moi, de faire, le Mont-Saint-Michel jusqu'à Nantes. C'est quelque chose qui a l'air d'être très accessible pour les personnes comme moi. Mais, ça donne vraiment très envie. Je te remercie de nous avoir partagé ton périple. Merci beaucoup. Bah, merci Valérie. Merci Valérie. Puis bah, justement, si tu as envie de faire ce genre de périple, déjà, tu peux revenir vers moi si tu as besoin d'infos. Et puis sinon, tu as les Eurovélos, donc c'est des parcours balisés en France qui sont hyper, c'est pas qui sont simples, mais en tout cas, c'est vraiment facile de suivre le parcours et au moins c'est rassurant. Il y a OK. également du coup Véro qui me posait la question de quand le prochain? Bah, pour l'instant, je sais pas. Quand et où, je sais pas pour l'instant. Je pense que ça sera pas tout seul, parce que là, du coup, elle a compris, je suis parti seul. Mais il n'y a rien de prévu pour l'instant. Salut Valérie, c'est Thomas. Alors moi, pour avoir fait il y a 2 ans maintenant un périple d'une semaine avec un pote de Nantes au nord de la Bretagne aussi à vélo, ça se fait plutôt bien et donc j'imagine que monter jusqu'au Mont-Saint-Michel, ça se fait aussi. Il y a le parcours de la Vélodyssée qui est fait Ouais, exprès, c'est qui est très ça. bien balisé. Et franchement, c'est vraiment top. On remonte en fait le canal de Nantes à Brest, très balisé, très safe. Il y a des beaux endroits pour rester, dormir, les campings et tout. Nickel. OK, merci. Ouais, bah c'est ça. Ok, je vais regarder à distance du coup. En fait, je suis pas sur le Teams, donc est-ce qu'il y a du matériel que je pourrais lui passer? Ah, non, je pourrais me passer. En fait, bah, déjà, franchement, j'ai vraiment bossé le sujet pendant des mois. Pas pour vous dire, là, je vous ai pas partagé ça parce que c'est infâme. Je me suis fait un tableau Excel où j'ai posé chaque composant que j'amenais et je me suis vraiment posé les questions, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Euh, Pas de souci s'il y en a qui veulent partir, hein. En vrai, non. Moi, dans tout ce que j'ai amené, je pense pas. En tout cas, pour le confort que je voulais, non, parce que moi, j'avais vraiment l'état d'esprit de partir un peu en vacances aussi et de pas forcément être dans un truc ultra spartiate. Merci. Dans un truc ultra spartiate. Donc, à mon sens, moi, dans ce que j'ai pris, non. Après, il y en a qui vont préférer un peu plus de confort, parce que moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais deux tenues de sport. Donc, deux tenues complètes, chaussettes, enfin, cuissard, maillot de vélo. Mais j'avais qu'une doudoune, une veste, un pantalon convertible qui faisait short et pantalon à la fois, deux t-shirts, deux caleçons, c'est tout. Donc, enfin, faire moins que ça, c'est compliqué quand même, je pense. Et après, j'étais parti avec quelques trucs qui m'ont pas servi. Et l'avantage, c'est que du coup, Sarah, elle m'a rejoint à Lisbonne. Et j'ai pu un peu me décharger auprès d'elle. Les deux, trois trucs qui me servaient pas. Genre, j'avais pris une pompe filtrante pour l'eau, parce que je me suis dit, bah, peut-être que ça me servira. En fait, comme j'étais sur la route quasi 95% du temps, franchement, ça me servait pas du tout, quoi. Donc non, à mon sens, si j'avais à le refaire, prendrais la même chose. À la rigueur plus, si jamais j'ai plus un esprit de visiter des choses en parallèle, parce que moi j'étais vraiment vélo, 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 quoi. Bah merci à tous. Ciao, merci ceux qui étaient à distance.